Plongez au cœur de Conakry avec les arnaqueuses. Avec les Hier, une question a été soumise au débat. Le tribunal a mis la question en délibéré pour décision être rendue ce matin. Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle et en premier ressort, par jugement avant dire droit, après en avoir délibéré sur la requalification, dit et juge que pour le respect du principe de la présomption d'innocence et du droit à la défense, les parties sont intégralement mises en mesure de débattre de manière effective et contradictoire tant des qualifications initialement retenues que celles sollicitées par le ministère public. Dit et juge en outre que la question de requalification sera définitivement tranchée dans la décision sur le fond par un seul et même jugement. Réserve les frais et dépenses, le tout en application des dispositions des articles 405, 441 et 548 du Code de procédure pénale. Telle est la décision du tribunal sur la demande de requalification qui a été posée hier par le ministère public. Donc, dès lors, les débats vont se poursuivre. J'espère que la décision a été comprise par toutes les parties. Oui, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Hier, nous avions promis des pièces, les pièces venues de Caléa. Avec votre permission, nous voulons procéder à la distribution de ces pièces-là que nous avons déjà photocopiées. Oui, allez-y.
Y a-t-il des questions? La partie civile. La défense. Oui, si vous avez des observations, allez-y, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous vous remercions relativement à la décision sage qui a été prise sur la réqualification. Et relativement aux pièces qui viennent d'être communiquées, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'observation majeure à formuler, mais juste une demande. Une demande relative à la comparution du signataire de la lettre numéro 042 du 24 novembre 2022 à la personne du colonel Agibou Mouktar Tal, aujourd'hui général, qui est le commandant du groupement la gendarmerie régionale de Conakry, Monsieur le Président. Nous avons des questions à lui poser relativement au contenu et aux pièces qui sont jointes au courrier. Nous vous remercions. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Pour enchérir à ce que mon confrère vient de dire, le colonel Tal a répondu à un courrier du parquet. Or, à travers les pièces qui ont été versées au débat, il a été constaté que c'est une décision prise par l'état-major de la gendarmerie nationale d'alors qui avait affecté le colonel Bienvenu Lama au poste de Kalea. Donc, la comparution du colonel Tal est vraiment prépondérante dans la présente cause pour qu'il nous dise sur la base de quoi il a donné ses réponses et quels sont les éléments auxquels il a eu accès pour pouvoir répondre au courrier que lui a adressé le parquet. Donc sa comparution est vraiment importante dans la présente affaire. Je vous remercie. Le ministère public a-t-il des observations? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et nous avons suivi le Président. La défense souhaite la comparution du signataire d'un document. De quel document s'agit-il, Monsieur le Président? C'est suite à un courrier du parquet du tribunal de première instance adressé. C'est en réponse de ce courrier du parquet que ce colonel nommé Agibou Mouktar Tal a répondu au parquet. Monsieur le Président, regardez le bien fondé de ce document par rapport à la demande sollicitée par la défense. Vous comprendrez que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui est dit dans ce courrier? Il a clairement dit, en réponse à votre courrier visé en référence, relatif à la communication du ou des registres d'enregistrement, comportant la liste exhaustive des recrues reçus pour une formation au centre d'instruction de Calais en 2009, la liste du personnel d'encadrement administratif des formateurs guinéens. Dans le contenu de ce document, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il dit: j'ai respectueusement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Dans ce courrier,
On va plus loin. Il dit toutefois, selon des renseignements obtenus, la période mentionnée correspondait à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats consécutifs à la fermeture du centre d'instruction de Kalea par le général Sekouba Konaté, un poste de garde y a été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Forêt-Kadia à l'effet de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir ici, pour toute fin utile, la chronologie de l'encadrement de ce centre, Monsieur le Président. En réalité, en gros, voilà le contenu de ce document. C'est sur la base de ce document qu'on demande la comparution de Mokhtar Tal. Pour quelle fin? Pour quelle utilité, Monsieur le Président? Qu'est-ce qu'il va dire de plus ici qui n'a pas été dit dans ce document, Monsieur le Président? Si la défense est en cours d'argument, ce n'est pas d'utiliser un tel document pour demander la comparution d'un officier qui n'a rien à apporter au tribunal par rapport aux faits pour lesquels nous siégeons ici, Monsieur le Président. Prenez les dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Vous avez la police d'audience et la direction des débats. L'article dit dans son second alinéa, le président à la police d'audience et la direction de débat, il rejette tout ce qui tiendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat avec la comparution de colonel Mokhtar Tal? Rien, absolument rien, Monsieur le Président. C'est pourquoi, sur le fondement de cette disposition, surtout en son alinéa 2, nous vous prions respectueusement de rejeter la demande sollicitée par la défense. Je vous remercie. La partie civile a quelque chose à dire? Honorable assesseur, je pense que la comparution du colonel Tal n'a aucun intérêt dans cette procédure, d'autant plus que la sollicitation qui lui avait été faite concernant les informations relatives à Kalea ont été données par rapport à tout ce qu'il connaît sur cette affaire à travers sa correspondance qui est versée au dossier. Donc nous ne voyons pas l'intérêt de sa comparution. C'est pourquoi nous nous alignons derrière la position du parquet et nous vous demandons de rejeter purement et simplement cette demande qui ne fera que retarder ce procès. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Oui, allez-y, maître. Monsieur le Président, je vois la position du parquet et de la partie civile. Cependant, nous sommes en matière de procédure pénale. Les dispositions de l'article 497 du CPP sont claires. On dit que le tribunal fonde sa décision sur des éléments contradictoirement débattus par devant lui. À travers la correspondance-réponse du colonel Tal, lui-même dans sa correspondance, il fait savoir qu'il n'y avait pas de registre. Selon les renseignements qu'il a eus, il a tiré ces renseignements d'où? Raison pour laquelle nous demandons à ce qu'il soit là. Parce qu'il était directeur du centre de Kalea en 2022. Monsieur le colonel Bienvenu Lama y a été affecté par une décision prise par l'état-major de la gendarmerie nationale d'alors. Entre les archives de l'état-major de la gendarmerie nationale et les soi-disant renseignements qui ont été pris par le colonel Tal, il faudrait qu'il y ait une clairvoyance là-dedans. Monsieur le Président, honorable assesseur, et qu'on nous permet de discuter de ces pièces contradictoirement à travers la personne qui a eu à faire la lettre réponse. Cela va vous édifier et cela va également nous édifier parce que nous sommes tous à la quête de la vérité. Monsieur le Président, honorable assesseur. Donc, sur la base des dispositions de l'article 497, il faudrait que ces pièces soient contradictoirement débattues par devant vous. Et comme l'a si bien rappelé le parquet, vous avez la police d'audience, vous avez la possibilité de faire comparaître par devant vous toutes les personnes qui sont à même d'apporter une lumière à votre lanterne pour pouvoir trancher, Monsieur le Président, honorable assesseur.
Non, raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir ordonner la comparution du colonel Tal à l'effet qu'il puisse nous expliquer sur la base de quels renseignements il a eu à émettre cette correspondance. Je vous remercie. Alors, le tribunal va demander très humblement à la défense, quand même, il va comparaître en quelle qualité, précisément? Monsieur le Président, Monsieur Tal est signataire d'un document. Et je vous informe, Monsieur le Président, que ces actes n'étaient pas, en tout cas ne sont pas dans le dossier que nous avons reçu. Ces actes ne sont pas dans le dossier que nous avons reçu. Si ces actes étaient dans le dossier que nous avons reçu, son nom serait communiqué dès l'entame de la procédure. Puisque c'est maintenant que ces actes ont été communiqués, Monsieur le Président, il doit comparaître pour qu'il soit entendu ou déposé s'il y a lieu sur le contenu de ces actes. Il reviendra au tribunal d'arrêter en tant que témoin. Parce que un acte que vous êtes signataire, il faudrait que vous soyez à mesure de le défendre partout. Donc, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, que ce soit témoin ou en tout cas, je ne sais pas quelle qualité on peut l'accorder, Monsieur le Président, mais il faut qu'il vienne par rapport à sa lettre-réponse, Monsieur le Président. Parce que lui-même dit qu'il n'y a pas de registre. Et il va plus loin, il dit, d'après les renseignements, il ne se limite pas aux renseignements, il joint au courrier le contenu d'un registre. Donc, il y a matière quand même, Monsieur le Président. Il y a matière qui viennent dire à votre tribunal d'où proviennent ces renseignements, et ils sont de quelle nature, Monsieur le Président. C'est pour ces raisons que nous voudrions qu'ils viennent pour qu'ils soient entendus, que ce soit en qualité de témoins sous serment ou quoi, mais qu'ils soient entendus uniquement, Monsieur le Président, sur le contenu et les actes joints à son courrier, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur le Président, à la suite de mon éminent collègue, nous requérons qu'il vous plaise rejeter cette demande sollicitée par la défense, puisqu'en réalité, il s'agit d'une demande dilatoire. Le tribunal ne peut s'attendre à tirer rien de concret qui n'a pas été explicité dans les courriers-réponses du colonel Tal. Donc, c'est une façon pour la défense de retarder inutilement la marche de cette procédure. Et il y a des actes à poser, notamment l'audition des témoins. Et il faut rappeler que toutes les parties qui interviennent dans une procédure pénale ont forcément une qualité. Et vous avez compris l'amalgame de celui-là même qui a sollicité la comparution. Il y a un téléphone qui sonne, qui dérange là. Éteignez le téléphone, s'il vous plaît. Continuez. Il ne sait donc pas quelle qualité il faut attribuer à ce colonel pour sa comparution. Et nous rappelons que toutes les parties, en tout cas en ce qui concerne le ministère public, a fourni la liste des témoins qu'il souhaite faire entendre par votre tribunal, Monsieur le Président. Donc la comparution du colonel Tal n'est nullement nécessaire dans cette procédure et nous vous demandons très respectueusement, Monsieur le Président, de rejeter cette demande et ordonner la continuation des débats. Je vous remercie. La partie civile.
Monsieur le Président, moi je pense que en fait, cette demande n'est soutenue d'aucun argument. Si ils veulent la comparution du colonel Tal pour venir dire que c'est lui qui a écrit cette lettre, moi je ne vois pas l'intérêt. Et mieux, dans sa lettre, il a été clair. Il dit qu'il n'y a pas de registre. Ce qu'il a en sa possession, il l'a fourni au tribunal. Mais qu'est-ce que la défense voudrait que le colonel Tal apporte ici? Si on dit que tous ceux qui ont écrit des courriers dans cette affaire ou qui ont pris des actes doivent comparaître, en ce moment, c'est toute la hiérarchie militaire qui va comparaître ici. Ça n'a aucun sens. Qui a contredit les propos du colonel Tal? Est-ce qu'il y a un élément dans le dossier qui contredit les informations qui ont été fournies par le colonel Tal? Il n'a pas vu de registre. Il a parlé de la fermeture de Kalea. Mais qu'est-ce que la défense cherche pour sa comparution? Qu'est-ce qu'elle compte tirer de sa comparution? Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on avance dans les débats et on verra s'il y a opportunité ou pas. Mais pour l'instant, je pense que son courrier est assez clair pour qu'il soit exploitable. Les documents qu'il a fournis, en ce moment, s'ils le contestent, ils connaissent la voie à suivre. Mais ce n'est pas en demandant sa comparution qu'elle va se tirer d'affaire dans cette affaire. Donc, Monsieur le Président, nous réitérons notre demande de rejet, puisque la demande n'est pas claire, elle est ambiguë, elle n'est étayée par aucun argument et elle n'avance en rien les débats. Je vous remercie, Monsieur le Président et honorable assesseur. Maître Zizé. Monsieur le Président, je pense qu'en la matière, la comparution de colonel Tal s'impose. S'il déclare dans son courrier qu'il n'y a aucun registre, mais sur la base de quel document il envoie un autre document pour dire que colonel Bienvenu était le directeur de centre de la période 2009-2010. Mais c'est en cette qualité que colonel Bienvenu est là. Parce qu'on a supposé qu'il a été le directeur de centre de Kalea au moment des faits. S'il confirme cette thèse, qui vient même contredire son courrier, mais il faut qu'il vienne nous expliquer sur la base de quel élément il s'est fondé pour déclarer que colonel Bienvenu était bien sûr le directeur de centre pendant la période de 2009-2010. Ce sont là les éléments. Quand on dit qu'il n'y a pas d'éléments, mais c'est le ministère public qui a lu ce courrier. Et je vous ai précisé, Monsieur le Président, que ce courrier ne figure pas dans le dossier de colonel Bienvenu. Mais si, en dépit de tout, le ministère public se fonde sur cette pièce pour étayer son argumentation en ce qui concerne les charges articulées contre notre client, il va falloir que le colonel Tal comparaisse pour nous dire sur quel élément il se fonde pour tenir de telles déclarations. Parce que c'est comme si c'était un témoignage qu'il est en train de faire. Merci, Monsieur le Président. Nous maintenons cette demande de comparution de colonel Tal. Alors, le tribunal le moment venu, lorsque cela sera opportun, va faire comparaître le colonel Tal. Cette fois-ci, ce n'est pas une partie qui va le faire comparaître, qui va le citer. C'est le tribunal même qui va le citer à comparaître comme témoin lorsque cela se révélera opportun. Je pense que la question est réglée. En ce qui concerne le colonel
bienvenue. Il n'y a plus de questions? Colonel, bienvenue. Rejoignez votre place, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Criminel. L'audience est reprise. Prenez séance, s'il vous plaît. Colonel, bienvenue, la main à la barre. Ce dossier est renvoyé au 19 janvier 2026 pour la suite des débats. Votre dossier est renvoyé au 19 pour la suite des débats. Bien, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci, Monsieur le Président. Affaire ministère public contre Georges Olemou à la barre. Jacques Sagno. Ils sont dans le box. Venez à la barre. Thomas Touaro. Jean-Louis Pogomou. Gono Sangaré. Jacques Maomi Blaise Pogomou. Monsieur Georges Olemou. Prenez le micro. Vous voulez parler dans quelle langue? De préférence
Je veux parler guerrier, mais pour me faire comprendre mieux par les victimes, je vais me débrouiller en français. Vous êtes né quand? Je suis né le 20 mars 1968 à Kinya. À Kinya. De qui? Fils de feu, Fassou Moriba Olemou. Et de qui? Et de Soa Koulié. Quelle est votre profession? Je suis gendarme. Vous êtes domicilié où? Je suis domicilié à Bintroya. Êtes-vous marié? Oui. À combien de femmes? Une femme. Avez-vous des enfants? Oui. Combien? 7. Vous avez été une fois poursuivi ou condamné? Non. Thomas Touaro. Monsieur Thomas Touaro, vous voulez parler dans quelle langue? Oui, je voudrais parler à ma langue gazée, mais je vais vous profiter de parler en français, quel qu'en soit. Vous êtes né quand? Je suis né en 1978 à 19 à Zéro-Corée. De qui? De Moriba et de Thérèse Abba. Quelle est votre profession? Je suis militaire, armée de terre. Quel grade? Je suis adjudant-chef de grade. Vous êtes domicilié où? À Koya, Soumaya. Êtes-vous marié? Oui. Combien de femmes? Une seule femme. Avez-vous des enfants? Oui. J'avais 4 enfants, mais l'autre est parti. Automatiquement, j'ai 3 enfants. Avez-vous été une fois poursuivi ou condamné? Jamais. Monsieur Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis, vous voulez parler dans quelle langue? De préférence en français. Vous avez quel âge? Je suis né le 1er janvier 1972. Où? À Yomu. De qui? De Feu Moriba et Feu Noël Ama. Quelle est votre profession? Je suis gendarme. Vous êtes domicilié où? À Sanoya. Êtes-vous marié? Je suis marié et père de 4 enfants. Vous avez été une fois poursuivi ou condamné? Jamais. Alors, vous allez suivre attentivement lecture de l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal criminel qui va être lu par Monsieur le chef de greffe. Merci, Monsieur le Président. Ils veulent s'asseoir. C'est leur droit le plus absolu. Vous voulez vous asseoir? Oui, nous voulons... Oui, surtout celui qui a l'air malade là. Apportez des fauteuils. Oui, ça va.
Maître Diakité, veuillez donner lecture de l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal criminel. Ordonnance de non-lieu partiel de requalification et de renvoi devant le tribunal criminel. Non, Morlaye Souma, doyen des juges d'instruction au tribunal de première instance de Dixine. Vu la procédure d'information suivie contre les nommés Georges Oulemou, né le 20 mars 1968 à Kindia, République de Guinée, fils des feux Fassou Moriba et Soa Collier, gendarme au grade de commandant, domicilié au quartier Bentouraya, préfecture de Koya, marié et père de 7 enfants, et se déclarant n'avoir jamais été condamné, mais recensé au matricule numéro 17680G. Détenu, mandat de dépôt du 23 novembre 2022, ayant pour conseil Maître Daniel Abba. Jacques Sagno, né le 23 décembre 1973 à Gekedou, fils de Feu Labilé et de Kolikoro Collier, militaire, officier chargé des relations extérieures au bataillon spécial de Conakry, BSC. Domicilié au quartier Gomboya, préfecture de Koya, en séparation de corps et père de 6 enfants, se déclarant n'avoir jamais été condamné. Recensé au matricule numéro 19061G. Mandat de dépôt du 23 novembre 2022, ayant pour conseil Maître Jérôme Abba et Morissanda Doré. Thomas Touaro, né en 1978 à Zérékouré, de Feu Mouriba et de Thérèse Abba, militaire domicilié au quartier Somaya, préfecture de Koya, marié et père de 4 enfants, se déclarant n'avoir jamais été condamné, recensé au matricule numéro 27760G. Mandat de dépôt du 23 novembre 2022, ayant pour conseil Maître Philippe Loa et David Béavogui, avocat à la Cour. Jean-Louis Pogoumou, né le 1er janvier 1972 à Yomou, fils de Feu Moriba et Noé Lama, gendarme domicilié au quartier Sanoya, préfecture de Koya, marié et père de 4 enfants, se déclarant n'avoir jamais été condamné, recensé au matricule numéro 19776G. Mandat de dépôt du 23 novembre 2022, ayant pour conseil Maître Daniel Abba, avocat à la Cour. Colonel Gono Sangaré, ex-intendant à la présidence sous le CNDD, en fuite, mandat d'arrêt du 6 octobre 2023. Jacques Maomi, militaire en service à la présidence 2008-2009, en fuite, mandat d'arrêt du 6 octobre 2023. Blaise Kogoumou, militaire en service à la présidence 2008-2009, en fuite, mandat d'arrêt du 6 octobre 2023. Des chefs de meurtre, assassinat, viol, enlèvement et séquestration, torture, coups et blessures et violences volontaires, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours. Faits prévus et punis par les dispositions des articles 206, 208, 303, 305, 306, 12, 332, 233, 234, 1, 5, 6, 239, 240, 241, 242, 373, 381, 279 et 298 du Code pénal. Partie civile, M. Uribailo et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009. Vu le réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 7 novembre 2022, vu le rapport de la commission d'enquête internationale chargée d'établir la vérité sur les faits et les circonstances des événements du 28 septembre 2009, en date du 27 octobre 2009, vu l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel en date du 29 décembre 2017 rendue par le pool des juges d'instruction, vu la commission rogatoire à destination des autorités judiciaires de la France en date du 14 décembre 2022, vu l'ordonnance de choix communiqué numéro 082/2023 en date du 10 février 2023, vu les réquisitions du ministère public en date du 21 février 2023 aux fins de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel, vu les dispositions des articles 282 et 283 du Code de procédure pénale, entendu qu'il résulte sommairement de l'information judiciaire, notamment les procès-verbaux d'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire, les rapports des commissions d'enquête nationales et internationales, les auditions des parties civiles et les témoins, les faits suivants. Le 23 décembre 2008, un groupe de militaires à leur tête, le capitaine Moussa Dadis Camara, prenait le pouvoir suite à l'annonce de la veille du décès du président de la République de Guinée, feu général Lansana Conté, en violation des dispositions constitutionnelles lesquelles prévoyaient qu'en cas de vacance du pouvoir suite notamment au décès du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui le supplée
jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle dans les 60 jours. Le Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD, organe administratif de l'État, créé par le groupe de militaires, proclamait la dissolution du gouvernement, la suspension des institutions et de la Constitution. Le capitaine Moussa Dadis Camara, président du CNDD, s'engageait d'assurer une transition politique au terme de laquelle il rendrait le pouvoir aux civils à l'issue d'élections législatives et présidentielles en 2009, auxquelles ni lui ni le Premier ministre ne participeraient pas. Face à l'évidence des intentions du capitaine Moussa Dadis Camara de ne pas respecter ses engagements et de se maintenir au pouvoir à travers l'émergence des mouvements de soutien s'exprimant par des expressions Dadis ou la mort, Dadis doit rester, les partis politiques et sociétés civiles regroupés au sein du mouvement des forces vives et exprimant des slogans Dadis doit quitter ou Dadis doit partir ont commencé à s'organiser pour la tenue d'une manifestation de protestation à travers un meeting malgré son interdiction. Le 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre situé au quartier Dixine École, dans la commune de Dixine, ville de Conakry. Suite à l'échec des négociations entre le CNDD et le Forum des forces vives visant à reporter le meeting prévu au stade du 28 septembre, un important dispositif de sécurité composé des agents des forces de l'ordre, de la police et de la gendarmerie nationale est mis en place le 27 septembre 2009 à l'issue d'une réunion des forces de défense et de sécurité pour empêcher la tenue du meeting et contrôler les manifestants. Le lundi 28 septembre 2009, aux environs de 11 h, plusieurs centaines de membres des forces de sécurité composées de la police, de la gendarmerie et des militaires bérets rouges du régiment de la garde présidentielle, ainsi que les recrues des centres d'instruction de Kalea déguisés en civils, sont rentrés dans le stade du 28 septembre et ont ouvert le feu sur des dizaines de milliers de personnes qui participaient au meeting. La panique créée par ces tirs a occasionné une débandade dans les tribunes et sur le terrain central où jonchaient les corps ainsi que devant les portes fermées des vestiaires où s'empilaient des corps écrasés par des manifestants terrifiés. Des dizaines de femmes participaient au rassemblement ont subi des violences sexuelles d'une extrême brutalité de la part des forces de sécurité, viols individuels et collectifs, agressions sexuelles avec des objets tels que des bâtons, des matraques, des croche-canons, des fusils et des baïonnettes. À la fin de l'après-midi de ce lundi 28 septembre 2009, 156 manifestants ont été retrouvés morts ou mourants dans l'enceinte ou à l'extérieur du stade, de même qu'il a été recensé au moins 109 femmes ayant subi des violences et agressions sexuelles. En vue d'établir la vérité sur ces faits, les circonstances de leur survenue ainsi que la situation de la responsabilité pénale individuelle, deux commissions d'enquête dont l'une nationale et l'autre internationale ont été mises en place les 7 et 27 octobre 2009. Il résulte du rapport de la commission d'enquête internationale que plusieurs infractions ont été commises le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre et les jours suivants dans plusieurs autres endroits de la ville de Conakry. Il a été relevé notamment des cas de meurtre, assassinat, torture, viol, coups et blessures volontaires commis contre des citoyens. Il ressort également du rapport que les dizaines de personnes ont été arrêtées et détenues arbitrairement dans les camps militaires d'Alpha Yaya Diallo et de Koundara, ainsi qu'à la caserne de la police anti-émeute CMS de Kamayenne, où elles ont été torturées, dépouillées systématiquement de leurs biens. Les deux commissions ayant conclu à l'existence de motifs raisonnables de présumer, en relation avec les événements du 28 septembre 2009 et des jours suivants, une responsabilité pénale individuelle de certaines personnes nommément citées dans des rapports, le parquet général près la cour d'appel de Conakry a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le pool de juges d'instruction constitué à cet effet a rendu l'ordonnance numéro 007/17 datée du 29 décembre 2017 comportant non-lieu partiel, requalification et renvoi devant le tribunal criminel. Ainsi, au cours des débats, à l'audience criminelle du tribunal de première instance de Dixine, les nommés colonel Gono Sangaré, Jacques Maoumi, Blaise Pogomou, Georges Oulemou, Jean-Louis Pogomou, Théodore Thomas Touaro ont été dénoncés par Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, d'avoir participé à la planification de la répression de la manifestation au stade du 28 septembre, ainsi qu'à l'enlèvement, la torture et l'assassinat suivi de la décapitation du nommé Sankaran Kaba, ex-chauffeur du capitaine Moussa Dadis Camara, au camp Alpha Yaya Diallo de Conakry. Par réquisitoire introductif numéro 1382/2022 en date du 7 novembre 2022, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine ouvrait une information judiciaire contre colonel Gono Sangaré, Blaise Pogomou, Jacques Maoumi, Jean-Louis Théodore, Thomas Georges,
ainsi que toute personne que des investigations révéleront pour des faits susceptibles de constituer des meurtres, assassinats, viols, enlèvements et séquestrations, tortures, coups et blessures et violences volontaires, vol à la main armée, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours prévues et réprimées par les articles 206, 208, 303, 305, 306, 12, 232, 233, 234, 1, 5, 6, 239, 240, 241, 242, 373, 381, 297 et 298 du Code pénal. Interrogés aussi bien à l'enquête sur commission rogatoire que devant le doyen des juges, les nommés Georges Olemo, Thomas Toiro, Jean-Louis Kogoumou et Jacques Sagno ne reconnaissaient pas les faits qui leur sont reprochés. Interrogé, Georges Olemo maintient ses déclarations faites lors de sa première comparution selon lesquelles il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Il affirmait que sous le règne du CNDD, il occupait les fonctions de directeur des investigations à la présidence, suivant arrêté du ministre secrétaire général à la présidence d'alors, colonel Keletigui Faro. Avant que son rôle soit cantonné à s'occuper des missions de la famille du président Moussa Dadis Camara, il soutenait que la fréquence des missions a fait que la coordination des hommes en costume noir a été confiée à son adjoint du nom de Bamba Youla et un certain Mohamed Diarra, tous civils. Il précisait qu'il faisait partie du cortège du président Moussa Dadis Camara qui s'est rendu à l'Abbé pour son meeting du 27 septembre 2009 où, étant, le président a tenu un discours dans l'intervalle de 16h à 17h et a rebrouché chemin pour arriver à Conakry au-delà de 22h. Il soutenait qu'à leur arrivée au camp Alpha Yaya Diallo, il s'était rendu d'abord à son domicile pour voir sa femme avant de rejoindre la résidence du président qu'il trouvait dans son bureau avec quelques cadres de son cabinet. Il précisait que ce n'est qu'aux environs de 4 heures du matin du 28 septembre que ces cadres se sont retournés et que c'est au moment où le président s'apprêtait pour aller se coucher qu'il a profité pour l'informer de la manifestation projetée au stade du 28 septembre. Mais qu'en réponse, le président lui avait dit qu'il était déjà au courant et lui ajoutait qu'il avait déjà demandé aux leaders politiques de reporter cette manifestation à une date ultérieure au motif que le 28 septembre est une date historique et qu'à cet effet, il avait pris une décision pour la déclarer fériée. Il poursuivait qu'ainsi le président rentrait se coucher que lui-même en faisant autant aux environs de 5 heures du matin et que ce n'est que dans l'après-midi du 28 septembre 2009, aux environs de 15 heures, qu'il revenait à la résidence du président où étant, il avait vu le président en train de travailler dans son bureau avec les cadres de son gouvernement. Il indiquait qu'à la veille du 28 septembre 2009, après leur arrivée de l'Abbé, le président Moussa Dadis Camara s'est entretenu de 23h à 4h du matin avec certains cadres de son cabinet et du gouvernement, dont le général Sekouba Konaté, ministre de la Défense nationale, le colonel Korka Diallo, ministre du Commerce, M. Tibouk Kamara, ministre chargé de la communication auprès du CNDD, la secrétaire particulière du président dont il ne retient pas le nom, Mme Doumbouya, chef protocole, ainsi que bien d'autres personnes dont il ne se souvient plus. En ce qui concerne déclarait qu'en 2007, il était instructeur au centre d'infanterie de Kissidougou avec le grade de sous-lieutenant et qu'à l'arrivée du CNDD au pouvoir en 2008, le général Sekouba Konaté l'avait approché de lui, accomplissant des tâches d'ordre social, dont les sacrifices rituels. Il affirmait ne rien savoir à propos des événements du 28 septembre 2009 et que la veille du 28 septembre 2009, il se trouvait dans son chantier à Gomboya. Le ministre Sekouba Konaté et le président Moussa Dadis Camara étant partis pour un meeting à l'Abbé. Il indiquait que, dans la soirée du 27 septembre 2009, l'un de ses amis militaires l'informait au téléphone que la hiérarchie avait ordonné que tous les militaires soient consignés au camp Alpha Yaya Diallo pour toute la journée du 28 septembre 2009. Il affirmait qu'il se rendait au camp Alpha Yaya Diallo à 23h où il trouvait la délégation du ministre et le président en place de retour de l'Abbé et qu'il était resté entre le salon du ministre de la Défense et la cour du camp Alpha Yaya Diallo jusqu'aux environs de 5h45, heure à laquelle le ministre est rentré se coucher pour préparer un voyage qu'il devait effectuer le 28 septembre 2009. Il ajoutait qu'il rentrait également se coucher à la même heure dans l'une des chambres de la présidence, se réveillait vers midi pour déjeuner, puis s'était couché à nouveau avant de se réveiller vers 16h. Il déclarait qu'il avait alors allumé son poste radio et qu'il apprenait qu'il y a eu des problèmes survenus au stade du 28 septembre. Il soutenait que le ministre de la Défense occupait le rez-de-chaussée du même immeuble que le président Moussa Dadis Camara, le bureau de celui-ci se trouvant à gauche et de celui du ministre de la Défense à droite. Il précisait être resté au salon
le 28 septembre 2009 avec certains gardes du ministre Sekouba Konaté jusqu'à 20h, heure à laquelle il a rejoint son domicile pour se coucher, le ministre n'étant toujours pas de retour. Il déclarait ne rien savoir sur les recrues de Kalea, ainsi que l'implication du général Sekouba Konaté dans ce recrutement, très occupé qu'il était dans les commissions de celui-ci à l'intérieur du pays. Il ajoutait se trouver à Gomboya, dans son chantier, lors des événements survenus le 3 décembre 2009 au camp Koundara, le ministre Sekouba Konaté étant au Liban, et que c'est aux environs de 19h qu'il a reçu l'appel téléphonique d'un ami civil l'en informant. Il soutenait qu'il rejoignait alors le camp Alpha Yaya Diallo aux environs de 20h21, heure qu'il avait appris de ses amis militaires que le président Moussa Dadis Camara, qui y rentrait au même moment avec un bandage sur la tête, avait reçu une balle au camp Koundara et que c'est Toumba qui lui avait tiré dessus. Il affirmait que le ministre Sekouba Konaté, quant à lui, était rentré à Conakry le 6 décembre 2009. Il assurait qu'il ne connaissait pas l'identité des militaires qui étaient au stade le 28 septembre 2009 et que c'est dans les médias et à travers les rumeurs au camp ainsi que dans le quartier qu'il apprenait que c'est Toumba et Tchegoro qui étaient partis au stade du 28 septembre. Il persistait n'avoir jamais entendu son nom dénoncé par qui que ce soit à la suite du procès des événements du 28 septembre 2009 devant le tribunal criminel de Dixine. Il concluait que c'est par erreur qu'il a été impliqué dans cette affaire, dans la mesure où ce n'est pas son nom Jacques Sagno qui a été cité, mais plutôt Jacques Maomi, qui se trouve dans le réquisitoire introductif de Monsieur le procureur de la République. Jean-Louis Kogoumou, quant à lui, maintenait ses déclarations faites lors de sa première comparution, selon lesquelles il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Il expliquait qu'il occupait la fonction d'instructeur à l'école de la gendarmerie de Somfonia et qu'à l'avènement du CNDD, il a d'abord occupé les fonctions de commandant du patrimoine bâti public où il a bénéficié d'une bourse pour le Maroc dans le cadre de la protection des hautes personnalités avant d'être affecté à son retour à la présidence de la République, précisément au salon présidentiel. Il déclarait qu'il n'a jamais été à l'école de gendarmerie de Kalea, ni avant, ni pendant, ni après l'avènement du CNDD. Et que ce fait, il ne savait rien des crimes commis le lundi 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre. Il indiquait que le 27 septembre 2009, le président Moussa Dadis Camara devait se rendre à l'Abbé pour un meeting et qu'étant affecté au salon, il avait pour mission particulière de transporter le fauteuil du président, ce qui l'avait amené à se rendre à l'Abbé avant tout le monde et y partir après tout le monde. Se retournant tardivement à Conakry dans la nuit du 28 septembre pour regagner son domicile situé à Kaloum, à la cité des gendarmes PM2. Il précisait que dans la journée du lundi 28 septembre 2009, il n'avait pas appris les événements survenus au stade du 28 septembre parce qu'il était en panne entre Tamagali et Linsan, que la radio de son véhicule était éteinte le temps du dépannage et que ce n'est que le mardi 29 septembre 2009, dans l'après-midi, qu'il est venu au camp Alpha Yaya Diallo pour rejoindre son poste au salon de la présidence. Il ajoutait qu'à son arrivée à Conakry, il n'avait senti aucun mouvement lié à cette manifestation et que c'est dans la journée du mardi 29 septembre qu'il a appris par la presse ce qu'il s'est passé la veille. Il soulignait qu'il n'avait eu aucun entretien ni avec le président, ni avec qui que ce soit à la présidence dans le cadre de ces événements survenus et que tout ce qu'il avait fait dans la nuit du 28 au 29 septembre 2009 consistait à débarquer le fauteuil du président de son véhicule et à le transporter au salon. Il expliquait que le salon du président avait pour responsable le lieutenant Toumba, en tant que premier responsable de la garde présidentielle, qui y affectait les gardes et précisait qu'en ce qui le concerne, il était chargé de l'organisation des gardes affectés au salon pour observation de la discipline et le respect dû aux visiteurs. Il soutenait avoir appris à travers les rumeurs au camp Alpha Yaya Diallo après les événements du lundi 28 septembre 2009 que ce sont le lieutenant Toumba et ses hommes qui étaient partis au stade du 28 septembre et persistait qu'il ne peut citer aucun nom de garde avec lesquels le lieutenant Toumba se serait rendu au stade de ce jour. Il expliquait que c'est le lieutenant Toumba qui coordonnait les unités qui assuraient la sécurité présidentielle et rejetait les déclarations faites par celui-ci à l'une des audiences du procès des événements du 28 septembre 2009, déclaration selon laquelle il était à Kalea comme adjoint du colonel Bienvenu Lama. Il sollicitait d'être confronté au lieutenant Toumba pour l'accusation portée contre sa personne et précisait n'avoir jamais servi à Kalea. Il affirmait que pendant ses fonctions au salon présidentiel, il n'a jamais
constaté la présence d'une des recrues de Kalea à la présidence pour le renforcement de la sécurité présidentielle ou pour quoi que ce soit. Il ajoutait qu'en ce qui concerne les événements du 3 décembre 2009 au camp Koundara, lors desquels le lieutenant Toumba a tiré sur le président Moussa Dadis Camara, il n'était pas présent sur les lieux et qu'il était à son domicile à Kaloum. Thomas Touaro, quant à lui, affirmait qu'il faisait partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara depuis l'avènement du CNDD au pouvoir et qu'à cet effet, il était affecté au salon d'honneur menant directement au bureau de celui-ci. Il expliquait que, dans la matinée du dimanche 27 septembre 2009, il faisait partie du cortège présidentiel qui s'est rendu à l'Abbé, que de retour à Conakry, le président Moussa Dadis Camara s'est dirigé directement dans sa résidence et que lui-même restait à son poste au couloir du salon. Il déclarait que le président Moussa Dadis Camara, avant d'entrer pour se coucher, leur avait dit que la journée du 28 septembre 2009 était un quartier consigné pour tous les militaires, sauf les gendarmes et les policiers qui devaient encadrer la manifestation projetée par les leaders politiques. Il ajoutait que, dans la journée du 28 septembre 2009, il a été réveillé par des cris du président Moussa Dadis Camara qui demandait les clés de sa voiture pour aller sensibiliser les manifestants, mais que le lieutenant Makambo et certains gardes, à savoir Escobar, Omé, Théodore, Jacques, Ouret Kalivogui, ont réussi à convaincre le président de se retourner dans sa chambre. Il soulignait que dans la soirée, des rumeurs circulaient selon lesquelles il y a eu des problèmes au stade du 28 septembre, que les gens venaient pour voir le président, dont le lieutenant Claude Pivi, qu'il a entendu dire, le président Moussa Dadis Camara, que certains éléments de la présidence étaient au stade et qu'il ne retenait plus les noms de ces éléments. Il affirmait que, s'agissant des événements du 3 décembre 2009, avec la permission du président, il était parti rendre visite à sa mère et qu'aux environs de 16 heures, il apprenait que le président a reçu une balle tant qu'il aurait appris que ce sont certains gardes de la présidence, dont Toumba et les hommes qui étaient au stade. S'agissant des recrues de Kalea, il déclarait n'avoir ni vu, ni appris quoi que ce soit des concernés. Il rejetait la déclaration du lieutenant Abokar Sidiki Diakité selon laquelle c'est lui qui aurait tué le nommé Sankara Nkaba et le découpé dans la nuit de l'attaque contre le président Moussa Dadis Camara. Il ajoutait que cette nuit-là, il est venu au camp Alpha Yaya Diallo avec le président Moussa Dadis Camara après son passage à l'infirmerie du camp Samori et à la clinique Ambroise Paris, où étant, il constatait que le nommé Sankara Nkaba était déjà exécuté et sa moto en feu. Il insistait n'avoir jamais constaté la présence d'aucun corps au camp Alpha Yaya Diallo le 28 septembre 2009 et jour suivant et n'avoir aucune connaissance des forces communes. Sur le non-lieu partiel, entendu que les termes de l'article ci-dessus du Code pénal disposent ce qui suit. Article réclusion criminelle à perpétuité. Article 268. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol. Le viol est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans. Le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Article 303. Le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans. De la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou son instigation ou avec son consentement après ou tacite. On attend par agent public tout fonctionnaire ou personne chargée d'une mission de service public, agent de force de défense et de sécurité, personne investie d'un mandat public ou électif. Article 233. Le fait de soumettre une personne à des actes de torture est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs de l'usage de tout organe de l'avortement ou s'il a été suivi ou précédé d'un viol. Article 239. Tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Si emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs guinéens. Article 273. Les vols à main armée commis avec ou sans l'aide d'un véhicule sont punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans. Même s'il n'a fait usage que de violence et si ces violences ont entraîné une incapacité de travail de plus de 15 jours ou une infirmité permanente, les coupables sont passibles de la même peine. Si les violences ont entraîné la mort, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité. Article 297. Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à
combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens. Article 297. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens. Est puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens. Est puni des mêmes peines quiconque une personne en péril d'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Qu'en l'espèce, il est reproché à Jacques Sagno d'avoir commis des actes de meurtre, assassinat, viol, enlèvement et séquestration, torture, coups et blessures, violence volontaire, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours. Qu'il résulte des pièces de porter secours. Qu'il résulte des pièces de l'instruction que Jacques Sagno n'est pas visé par le réquisitoire introductif de Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, en date du 9 novembre 2022, pour les faits susmentionnés. Que c'est plutôt le nommé Jacques Mahoumi qui figure dans le dit réquisitoire introductif. Que s'il est le droit qu'en matière d'instruction préparatoire, le juge d'instruction est saisi des faits et non des personnes, et que le réquisitoire de saisine s'étale à tous les auteurs, co-auteurs ou complices des faits dont ce juge est saisi. Même si ce juge est saisi, même si les personnes ne figurent pas sur le dit réquisitoire. Les personnes ne figurent pas sur le dit réquisitoire. Il n'en demeure pas moins que la pratique des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité par la démonstration des faits consiste aussi à ne réunir des charges suffisantes contre une personne que lorsque ces charges sont fondées sur des indices graves et concordantes contradictoirement discutés et rendant vraisemblablement la participation de la personne poursuivie à la commission des faits objet d'investigation. Que l'exploitation des déclarations des nommés Jean-Louis Kogomou, Georges Olemou, Jacques Sagno et Thomas Touaro, procès verbalisé par acte en date du 22 décembre 2022, permet de démontrer que la personne visée dans le réquisitoire introductif sous le nom de Jacques Mahoumi en fuite et faisant objet d'un mandat d'arrêt n'est pas la personne de Jacques Sagno, formellement identifié par le matricule numéro 19061G et comparant à l'audience de confrontation tenue en la date su-indiquée. Que l'erreur manifeste sur la personne seule explication possible de la présence de Jacques Sagno dans la présente procédure d'information conduit à reconnaître l'impossibilité de lui imputer les faits, objet de poursuite nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait et de la distraire de la présente procédure. Que dès lors, il convient de déclarer n'y avoir lieu à suivre de ses chefs. Sur la requalification, entendu que les faits initialement poursuivis sous la qualification erronée des meurtres, assassinats, viols, enlèvement et séquestration, torture, coups, blessures et violences volontaires, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours, s'analyse en réalité en complicité de meurtre, assassinat, viol, enlèvement et séquestration, torture, coups, blessures et violences volontaires, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours. Par conséquent, ordonnons la requalification en ce sens. Sur la complicité de meurtre, assassinat, viol, enlèvement et séquestration, torture, coups, blessures et violences volontaires, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours. Entendu qu'au terme de l'article 19 du Code pénal, la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime, à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis de même peine que les auteurs principaux. Que l'article 20 du même Code dispose, sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ou délit ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent les instruments pour le commettre. Ceux qui procurent les armes, les instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'ils doivent y servir. Ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui la préparent, la facilitent et la consomment sans préjudice des peines prévues par les textes spéciaux. Ceux qui connaissent la conduite criminelle des malfaiteurs exercent des brigandages ou des violences contre la paix publique, des personnes ou des propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion. Que dans le cas d'espèce, il est fait grief à Jean-Louis Kogomou, Georges Olemou, Thomas Touaro, Gono Sangaré, Jacques Mahoumi et Blaise Kogomou de s'être rendus complices des crimes et délits de meurtre, assassinat, viol, enlèvement et séquestration, torture, coups, blessures et violences volontaires, vol à main armée,
entrave aux mesures d'assistance et commission de portée au secours commis le lundi 28 septembre 2009 et les jours suivants au stade du 28 septembre, 6 dans la commune de Dixine et dans divers endroits de la ville de Conakry. Reproché à des membres du CNDD, des membres des forces de défense et de sécurité de la République de Guinée, ainsi qu'à des recrues du camp Kalea. Que Jean-Louis Pogomou, Georges Oulémou et Thomas Touaro ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés, que le meurtre, l'assassinat, le viol, l'enlèvement et la séquestration, la torture, les coups, blessures et violences volontaires, le vol à main armée, l'entrave aux mesures d'assistance ainsi que l'omission de porter secours sont constitutifs d'infractions dont les auteurs encourent des peines privatives de liberté. Sa caractérisation qu'en l'espèce, Jean-Louis Pogomou, Georges Oulémou, Thomas Touaro, Gono Sangaré, Jacques Mahoumou et Blaise Pogomou pouvoir pour provoquer les faits, ou bien donne des instructions pour les commettre, soit en procurant des armes, des instructions ou tout autre moyen aux auteurs des faits, ou encore en leur fournissant aide, assistance, logement, lieu de retraite ou de réunion. Entendu que Jean-Louis Pogomou a déclaré qu'il n'a jamais été à l'école de gendarmerie de Kalea, ni avant ni pendant lundi 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre à Dixine. Que cependant, de l'exploitation des pièces versées au dossier, notamment la lettre-réponse de monsieur le directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalea en date du 24 novembre 2022, enregistré sous le numéro 042 MDN HCGN DJM CE CEF OG K 22, à laquelle a été joint le tableau chronologique des directeurs qui se sont succédés à la tête de la dite école de juillet 2008 à nos jours. Il ressort la mention suivante. Juillet 2009-2010. Arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant Pogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Que cette pièce essentielle a le mérite d'établir de manière irréfragable que Jean-Louis Pogomou, lieutenant à l'époque, était le directeur adjoint des études du centre de Kalea sous le régime du président Moussa Dadis Camara. Que la dénégation systématique des faits dans laquelle il se retranche ne saurait détruire l'évidence de sa présence dans ce camp en tant qu'adjoint du colonel Bienvenu Lama. Qu'ainsi, il a effectivement, personnellement et directement contribué non seulement au processus de recrutement des éléments de Kalea essentiellement fondés sur des critères subjectifs d'appartenance régionaliste, mais aussi en tirant profit de la proximité avec le président Moussa Dadis Camara que lui offrait sa position privilégiée dans les arcanes du CNDD, d'assister à la préparation et à la planification du dispositif de répression ainsi qu'au regroupement de le transport et l'acheminement des recrues de Kalea pour la réalisation de l'expédition punitive contre les leaders politiques, les hommes et femmes présents sur le stade du 28 septembre à Dixine, lors des meetings tenus ce lundi 28 septembre 2009 et les jours suivants en divers endroits de la ville de Conakry. Que ce état de fait est corroboré par l'impossibilité par Jean-Louis Pogomou d'indiquer avec précision son emploi du temps du 27 au 29 septembre 2009, n'insistant que sur son rôle présomptif de transporteur de fauteuil du président Moussa Dadis Camara, alors que, à supposer que ce rôle est établi, les contraintes qu'il sous-entend l'obligeraient à suivre tous les déplacements du président et ainsi à voyager sur l'Abbé et à y revenir avec le cortège présidentiel le dimanche 27 septembre 2009. Contrairement à ces allégations selon lesquelles il ne se serait retourné à Conakry que dans la nuit du 28 septembre 2009 pour regagner son domicile à Kaloum, ce qui aurait soit privé le président Moussa Dadis Camara de son fauteuil du dimanche 27 au mardi 29 septembre 2009. Le transporteur et le fauteuil étant englués dans une panne de moteur de sa voiture dans Tamagali, dans la préfecture de Mamou, à quelques 200 km de Conakry, soit le mérite d'établir les aberrations, les assertions de Jean-Louis Pogomou, qui se prévalait de sa mission d'unique transporteur de fauteuil du président Moussa Dadis Camara. Entendu que Thomas Touaro, dans ses déclarations, a soutenu être l'un des éléments du régime de la garde présidentielle et que de toute évidence, il a tiré profit de sa proximité avec le président Moussa Dadis Camara pour demeurer dans le serial du CNDD et participer à toutes les décisions prises par cette entité dirigeante. Qu'il conforte ses allégations en indiquant avoir accompagné le président Moussa Dadis Camara dans son meeting tenu à l'Abbé le 26 septembre 2009 et dans sa pérégrination au camp Koundara à Kaloum le 3 décembre 2009. Que
que cette proximité avec le président Moussa Dadis Camara participe à sa contribution à la réunion de préparation et de planification du dispositif de répression de la manifestation au stade du 28 septembre à Dixine, d'autant plus qu'il est resté évasif sur son emploi du temps du 27 au 28 septembre 2009 et se place dans une logique de négation boiteuse des faits uniquement basée sur des assertions contradictoires. Que cette réunion planificatrice de la répression de la manifestation projetée le 28 septembre 2009 a constitué entre autres à l'instigation des autorités commises sur le stade du 28 septembre à Dixine, matérialisées notamment par des viols individuels et collectifs commis par des éléments des forces de l'ordre et des recrues de Kalea contre les manifestantes, dont Fatoumata Diarra Balé et autres victimes qui ont été enlevées et séquestrées et sur lesquels les actes de pénétration sexuelle par violence ont été accomplis par l'introduction des objets dont des canons de fusil dans le vagin et que des actes de cruauté ont été concomitamment exécutés avec des coups et blessures portés sur des manifestants, ainsi que des souffrances aiguës, physiques et mentales infligées afin de les punir, telles qu'ils résultent de leur déclaration des témoignages de Amadou Ouriba et Lucien Fall, et surtout certifiés par des actes médico-légaux versés au dossier, alors même que des cruautés sont infligées par des agents des forces de l'ordre et des recrues de Kalea agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de certains membres du CNDD, de Jean-Louis Kogomou, Georges Oulemou, Thomas Touaro, Gono Sangaré, Jacques Maoumi et Blaise Kogomou. Entendu qu'il ressort des pièces de la procédure, notamment les déclarations faites à l'audience par l'accusé Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, des procès-verbaux de déposition de témoins anonymes datés des 4 novembre et 21 décembre 2022, ainsi que de ses propres déclarations que le lieutenant-colonel Georges Olemo a occupé les postes de responsabilité tels que celui de directeur des investigations à la présidence, informant ainsi le président MDC de la manifestation et du meeting projeté par les leaders politiques au stade du 28 septembre à Dixine et de ce fait, participant ainsi directement et activement à la réunion préparatoire de la répression de la manifestation du 28 septembre 2009. Qu'il résulte d'impossibilité pour Georges Oulemou d'indiquer exactement le lieu où il se trouvait du 27 au 29 septembre 2009 et de la versatilité de ces déclarations somme toute contradictoire l'évidence qu'il a eu connaissance et a participé de façon active à la conception du dispositif de répression ayant conduit à des centaines de morts le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre à Dixine. Alors même qu'il est établi que plusieurs cas de mort sur la pelouse du stade résultent de l'omission de porter secours à ces personnes de la part des membres des forces de l'ordre et des recrues de Kalea qui ont plutôt utilisé la menace des armes à feu pour soustraire frauduleusement des téléphones et des numéraires à leurs victimes. Entendu que les nommés Gono Sangaré, Jacques Maoumi et Blaise Kogoumou sont en fuite, qu'à cet effet, il a été émis contre eux des mandats d'arrêt. Que les recherches effectuées par la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale n'ont pas permis de les retrouver et de les arrêter. Qu'il a été ainsi dressé un procès verbal de perquisition et de recherche infructueuse. Dès lors, entendu qu'en participant en pleine connaissance de cause au recrutement, à l'entraînement, à la formation, à l'endoctrinement et à l'équipement des éléments de Kalea, en fournissant à ces recrues une aide et une assistance, un logement, un lieu de retraite et de réunion, et surtout en participant aux réunions préparatoires et planificatrices de la répression de la manifestation projetée le lundi 28 septembre 2009, notamment par la fourniture des instructions, par la procuration des armes et des forces de l'ordre pour commettre le 28 septembre 2009 et les jours suivants au stade du 28 septembre à Dixine. Et dans divers endroits de la ville de Conakry, des assassinats et des meurtres contre 156 personnes, des viols sur 109 femmes, des enlèvements et séquestrations, des tortures, des coups, blessures et violences volontaires, des vols à main armée, des entraves aux mesures d'assistance, ainsi que des omissions de porter secours des nommés Jean-Louis Kogomou, Georges Oulemou, Thomas Touaro, Gono Sangaré, Jacques Maoumi et Blaise Kogomou, réunissant à leur égard des charges suffisantes pour complicité de ces infractions subvisées, d'où qu'il convient de déclarer et y avoir lieu à les suivre de ses chefs. Les extraits des bulletins numéro 1 des casiers judiciaires des impliqués versés au dossier indiquent qu'ils n'ont pas fait l'objet de condamnation. Par ces motifs, entendu qu'en raison de l'erreur manifeste sur la personne, il ne résulte pas de l'importance
d'information. Par conséquent, ordonnons sa mise en liberté immédiate s'il n'est retenu pour autre cause. Entendu, cependant, qu'il résulte de l'information charge suffisante contre les nommés Jean-Louis Pogomou, Georges Oulemou, Thomas Touaro, Gono Sangaré, Jacques Maoumou et Blaise Pogomou pour s'être rendus complices des crimes et délits d'assassinat et de meurtre contre 156 personnes, de viol sur 109 femmes, d'enlèvement et séquestration, de torture, de coups, blessures et violences volontaires, de vol à main armée, d'entrave aux mesures d'assistance ainsi que d'omission de porter secours commis le lundi 28 septembre 2009 et les jours suivants au stade du 28 septembre à Dixine et dans divers endroits de la ville de Conakry. Reprocher à des membres du CNDD, des membres des forces de l'ordre et des recrues de Kalea en participant en pleine connaissance de cause à leur recrutement, à leur entraînement, à leur formation, à leur endoctrinement et à leur équipement en leur fournissant une aide, une assistance, un logement, un lieu de retraite et de réunion et surtout en participant aux réunions préparatoires et planificatrices de la répression de la manifestation projetée le lundi 28 septembre 2009, notamment par la fourniture des instructions et instigations ainsi que par la procuration des armes, des instruments ou tout autre moyen qui ont servi à l'action. Fait prévu et puni par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 305, 306, 12, 332, 232, 234, 1, 5, 6, 239, 240, 241, 242, 373, 381, 279 et 298 du Code pénal. Vu l'article 288 du Code de procédure pénale, ordonnons le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel de ce siège pour que les nommés Jean-Louis Pogomou, Georges Oulemou, Thomas Touaro, Gono Sangaré, Jacques Maoumou et Blaise Pogomou soient jugés conformément à la loi pour complicité de meurtre et d'assassinat, de viol, d'enlèvement et de séquestration, de torture, de coups, blessures et violences volontaires, de vol à main armée, d'entrave aux mesures d'assistance ainsi que d'omission de porter secours. Fait à notre cabinet le 30 octobre 2022. Monsieur Georges Oulemou, Thomas Touaro et Jean-Louis Pogomou, vous venez de suivre, j'espère attentivement, lecture de cette ordonnance de renvoi en date du 30 octobre 2023, rendue par le doyen des juges d'instruction, d'avoir à Conakry, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, participer en pleine connaissance des causes au fait des crimes de meurtre, d'assassinat contre 156 personnes, des viols sur 109 femmes, d'enlèvement et de séquestration, de tortures, de coups et des blessures volontaires, de vols à main armée, d'entrave aux mesures d'assistance, ainsi que d'omission de porter secours, commis le 28 septembre 2009 et jour suivant au stade du 28 septembre à Dixine et dans divers endroits de la ville de Conakry. Reproché à des membres du CNDD d'alors, ainsi que des membres des forces de sécurité et de défense, mais aussi des recrues de Kalea. « 208, 303, 305, 306 alinéa 12, 332, 234 alinéa 1, 5 et 6, 42, 373, 300
281, 279 et 298 du Code pénal. Monsieur Georges Olemou. Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Monsieur le Président, avec votre permission, bien entendu. Maître, rejoignez votre place, s'il vous plaît. Il y a une exception préalable à la réponse à votre question qui pourrait être une réponse au fond. Alors, rejoignez votre place, s'il vous plaît, maître. Avec votre permission, mais nous tenons à ce que cette exception soit soumise à votre appréciation. C'est votre droit le plus absolu. C'est pourquoi nous demandons la parole, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci. Cette exception est basée sur les dispositions des articles 59, 60, 275, 276, 278, 280, 282, 396 et 1251 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, dans son article 396, qui dit ceci: la demande en nullité de l'ordonnance de renvoi ne peut on vient au point 4 et 5. Si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à la loi, si les délais de procédure n'ont pas été respectés, vous allez tout à l'heure et à ma suite comprendre que le magistrat instructeur a tout fait dans ce dossier sauf appliquer la loi. Il a tout fait dans ce dossier sauf respecter les délais de procédure. Et cela d'ailleurs est perceptible dans la rédaction de l'ordonnance qu'on vient de nous jeter à la figure. Cette ordonnance partisane. Monsieur le Président, le texte que je viens de citer est très clair, limpide, sans équivoque. Le tribunal criminel a le pouvoir, mais surtout le devoir de contrôler la légalité de sa propre saisine. Je vous invite, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans le secret de vos délibérations, à faire lecture des dispositions de l'article 1251, 1251 du Code de procédure pénale qui dispose comme suit. En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ou d'une observation des formalités substantielles, toute juridiction, on dit bien toute juridiction, y compris la Cour suprême qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office nommé super juge d'instruction, dit je m'en fous également de l'arrêt de la Cour suprême. Je rends mon ordonnance. Il prend une ordonnance pour renvoyer ces trois accusés par devant vous. Pourtant, et je vais vous montrer la preuve tout à l'heure, le Code de procédure commande qu'en cas de déclenchement d'une procédure d'annulation, que le juge d'instruction transmette le dossier à la chambre de contrôle de l'instruction. Il doit, dans ces conditions, s'abstenir de poser tout acte jusqu'à ce que la question de l'annulation soit réglée, jusqu'à ce que cette question soit tranchée, Monsieur le Président.
honorables assesseurs. Mais comme, quand on parle du dossier du 28 septembre, on a toujours tendance à penser qu'on ne doit pas appliquer le droit dans ce dossier. On peut l'appliquer dans les autres dossiers. Mais dans ce dossier, on ne doit pas appliquer le droit. Il faut punir une catégorie de citoyens. Il faut régler des comptes à des citoyens. Ils n'ont pas le droit de bénéficier de la bonne et correcte application de la une disposition contraire qui puisse faire échec à l'application des dispositions de l'article 387 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, en droit, en vrai droit, cette procédure est juridiquement morte. C'est gâté, comme le disent souvent les Ivoiriens. On doit l'enterrer, l'oublier, et de manière définitive. Le ministère public doit fermer ce dossier et vaquer à d'autres affaires. Il y a beaucoup de criminalité dans le ressort du tribunal de première instance de Dixine. Il a mieux à faire à s'occuper de ça qu'à continuer à s'acharner, à s'exonérer. Supérieur de la magistrature, et ils le feront parce que c'est grave ce qui s'est passé. Monsieur le Président, la loi ne dit pas en l'espèce, il est déconseillé. La loi dit, et c'est écrit noir sur blanc, les substituts aux côtés de monsieur le procureur peuvent doubler les lunettes pour voir plus clair. C'est clairement dit, il est interdit. Maître Antoine. C'est une boutade, je m'en excuse, sinon... Il faut dépersonnaliser votre discours. Je retire alors, sinon c'est une boutade. Je pense que le procès pénal a fait ainsi. Ce n'est pas propre... Je m'excuse si ça a frustré. Procureur, mais même le juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance... Je prends acte, monsieur le président. Il est tout le temps titillé. Je crois que l'élégance professionnelle ne commande pas cela. Je m'en excuse, monsieur le président. Et je m'emploie à ne plus le faire, mais c'est grave comment ce qui s'est passé. La loi ne dit pas il est déconseillé. La loi dit il est interdit. Interdit de s'en servir. Interdit de les ressusciter. Interdit de bâtir dessus un renvoi devant un tribunal criminel. C'est ce qui est écrit. Monsieur le Président, face à un dossier inexistant, une ordonnance de renvoi a été rendue. Monsieur le Président, je vous invite à faire application dans ce dossier l'article 59 du Code de procédure pénale. L'information être saisie aux fins d'annulation d'un acte du juge ou d'une pièce de la procédure. Et l'article 276 dit ceci. Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue pour une disposition du présent code a porté atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne. Plus loin, l'article 278 du même code parle d'obligation de transmission que j'avais abordé ici dans mon exorde. Cet article dit ceci. Si une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de contrôle de l'instruction et le juge transmet le dossier de la procédure. C'est écrit. Et le juge transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de contrôle de l'instruction. Malheureusement, monsieur le président, le juge d'instruction ne l'a pas fait. Vous allez convenir avec nous
que le législateur n'a laissé aucune ambiguïté. Le juge doit transmettre le dossier. Ce n'est ni une faculté, ni une appréciation personnelle, ni une option de procédure. C'est une obligation légale. Monsieur le Président, honorables assesseurs, dès que la procédure d'annulation est engagée, le juge est dessaisi. Il doit s'arrêter. Il doit transmettre. Il ne peut plus statuer. Monsieur le Président, honorables assesseurs, or ici, dans ce dossier, dans cette affaire, le dossier n'a pas été transmis conformément à la loi. La procédure a continué. Les actes ont été posés malgré le dessaisissement. C'est une violation frontale de l'article de position des parties ou de leur conseil pour voir s'il y a lieu de faire des observations qui pourraient certainement intéresser le magistrat instructeur dans le cadre de l'appréciation du contentieux. Monsieur le Président, ces règles garantissent que la défense parle avant que le sort judiciaire ne soit scellé. Or ici, le dossier n'a pas été communiqué aux parties. Ça n'a pas été communiqué aux parties. Vous verrez au dossier de la procédure, nulle part. On a fait comme si les conseils sont des figurants, ils sont les décorateurs, ils n'ont pas droit à savoir ce qui se passe dans ce dossier. Peut-être que ceux d'en face ont été associés, mais nous non, Monsieur le Président. Et les délais n'ont pas été respectés. La défense a été privée de sa parole procédurale. C'est une atteinte directe au droit de la défense. Et donc un grief majeur au sens de l'article 1251 du Code de procédure pénale. Nous comprenons, c'est à dessein que cela a été fait. Parce que si les avocats de la défense avaient été associés à cette étape de la procédure, j'avoue que des observations seraient faites pour compromettre la prise de cette ordonnance unique, dangereuse, qui vous saisit. Monsieur le Président, la question finale posée au tribunal: peut-on juger sur une procédure annulée? Peut-on juger sur une procédure annulée? Votre tribunal peut-il continuer à apprécier ce dossier alors qu'il y a un arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction qui est plus un peu? Peut-on juger alors que la Cour suprême a déjà tranché? Peut-on continuer à exploiter les éléments de ce dossier alors que la procédure qui est devant vous est annulée? Peut-on, malgré une décision définitive de mise en liberté, continuer à garder ces honnêtes citoyens en détention? Décision conformément à la loi. Décision conformément à la loi. De ce fait, Monsieur le Président, la procédure a été complètement annulée, donc elle est éteinte. Donc, il y a dans ce cas une impossibilité totale pour qui que ce soit d'entreprendre des actes dans la procédure. Mais, Monsieur le Président, ce qu'il y a eu dans ce dossier, c'est qu'au moment où cette décision est intervenue, je parle de l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction, la procédure était initialement suivie par le doyen Sako Condé. Ne voulant plus poser d'acte en attendant que le recours du parquet et des parties civiles soit examiné par devant la Cour suprême,
Monsieur le Président, par arrêté numéro 2047 du 8 juin 2023 de l'ancien garde des Sceaux, M. Condé a été muté comme juge de paix de Fouré-Caria. Monsieur le Président. Et un autre est venu, celui qui a entrepris cette ordonnance, à la personne de M. Morlaye Souma, à qui j'ai beaucoup d'estime parce qu'il m'a enseigné à la fac. Et dans la plus grande précipitation, Monsieur le Président, il a entrepris l'ordonnance qui vous saisit. Maître Joachim. Oui, Monsieur le Président. Est-ce que c'est possible de développer vos moyens de défense sans citer des noms? Monsieur le Président, c'est lui le signataire de l'ordonnance. D'accord, je retire, Monsieur le Président, je continue. S'il vous plaît. Je m'excuse, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, comme je le disais, cette ordonnance est intervenue. Et l'ordonnance renvoie, Monsieur le Président, les accusés si présents devant le tribunal criminel. Pourtant, Monsieur le Président, il est de jurisprudence constante, dont l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, je parle de l'arrêt Pélichier et Sassi, qui a opposé les deux messieurs à l'État français, Monsieur le Président, où le principe qui a été retenu était que, Monsieur le Président, le respect strict des règles de procédure conditionne la légitimité même de la juridiction de jugement. La question, est-ce que l'acte qui vous a saisi, il est régulier? Je dirais non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si nous nous mettons également dans l'esprit des dispositions de l'article 58 et 60 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, le juge d'instruction n'exerce ses pouvoirs que dans le cadre d'une information existante et régulière. Une fois que la procédure est annulée, Monsieur le Président, il n'y a plus de support juridique. Le juge est dessaisi de droit, comme rappelait d'ailleurs le confrère précédent, M. Antoine Lama. Et c'est d'ailleurs la position de beaucoup de juridictions internationales, dont même la Cour de la CEDEAO, Monsieur le Président, dans l'affaire qui a opposé M. Mané à l'État de la Gambie. Je parle de l'arrêt du 10 octobre 2017, Monsieur le Président. Venons sur les dispositions de l'article 396 du Code de procédure pénale, que M. Antoine a fait d'ailleurs lecture, je me passe là-dessus. Monsieur le Président, cette disposition prévoit la nullité de toute ordonnance qui a été rendue contrairement à la loi ou en violation des règles substances de procédure, Monsieur le Président. Et l'ordonnance qui vous saisit, l'ordonnance du 30 octobre 2023 qui vous saisit, Monsieur le Président, a été rendue en violation totale de la loi parce que, Monsieur le Président, elle a été rendue en inobservation d'un arrêt devenu. Elle est donc nulle de plein droit. Parce que le juge ne peut pas dire, le juge d'instruction ou le cabinet du droit des juges d'instruction ne peut pas dire que sa juridiction est supérieure à la chambre de contrôle de l'instruction ou à la Cour suprême. Ce n'est pas possible, monsieur le Président. Des actes relèvent de la chambre de contrôle de l'instruction. Elle surplombe, Monsieur le Président, les juridictions d'instance en matière d'instruction.
Ce que, Monsieur le Président, le juge d'instruction n'a pas observé dans le cas d'espèce, Monsieur le Président. Il convient, Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l'article ou des articles 446 et 447 du Code de procédure pénale, qui vous confèrent d'ailleurs la compétence en la matière, qui vous confère la compétence de bien vouloir, Monsieur le Président, constater la nullité de plein droit dans cette procédure, refuser de statuer au fond. C'est un pot de banane que le parquet est en train de lancer. Il ne faut pas que votre juridiction se laisse, Monsieur le Président, emporter par la position du parquet, Monsieur le Président. Ordonnez, Monsieur le Président, toutes les conséquences légales qui s'y attachent. Monsieur le Président, de l'autre côté, on vous dira que les faits sont graves. Donc, il faut forcément aller au fond. Non, Monsieur le Président. La gravité, Monsieur le Président, d'un fait ne peut en aucun cas être un élément primordial pour violer les droits de la défense, pour violer les règles substantielles de procédure, Monsieur le Président. Pas du tout, Monsieur le Président. Et pour vous rappeler, Monsieur le Président, un autre aspect, à l'issue de ces deux décisions, de ces deux arrêts de la Chambre de contrôle de l'instruction et de la Cour suprême, Monsieur le Président, nous avons produit, Monsieur le Président, des courriers relativement à l'exécution de ces décisions. Monsieur le Président, le parquet général a créé un vide total. Un vide total, tant en ne répondant pas à nos courriers que nous avons produits, et même, Monsieur le Président, le bâtonnier a été mis à profit. Le garde des Sceaux, en tant que droit de l'homme, en tant que ministre des droits de l'homme, a été mis à contribution, Monsieur le Président. Mais malheureusement, aucune de nos lettres n'a été ou n'a connu une suite. Ces messieurs sont détenus de façon illégale parce qu'il n'y a aucune procédure contre eux, Monsieur le Président. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir, Monsieur le Président, constater que le droit que vous avez à dire aujourd'hui, Monsieur le Président, n'est pas de la politique, n'est pas, Monsieur le Président, un droit émotionnel. Il est strictement juridique, Monsieur le Président. Une juridiction criminelle ne peut être saisie par une ordonnance inexistante, Monsieur le Président. Une procédure annulée ne peut renaître, Monsieur le Président, de la volonté d'un juge inférieur. Pas du tout, Monsieur le Président. Une détention sans base légale doit cesser à partir du moment où, Monsieur le Président, nous sommes devant des magistrats à qui nous avons confiance, Monsieur le Président. C'est pour ces raisons, Monsieur le Président, nous vous prions de déclarer recevable et fondée, Monsieur le Président, cette exception de nullité, déclarer l'ordonnance numéro nulle et de nul effet, Monsieur le Président, constater, Monsieur le Président, l'inexistence juridique du renvoi ayant eu lieu. En conséquence, Monsieur le Président, ordonner la remise en liberté de nos clients ici présents. Je vous remercie. Allez-y, maître. Sous votre permission, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole pour abonder dans le même sens que mes prédécesseurs ici présents. Je vais parler de maître Pépé-Antoine Lama et de maître Joachim Bilimou. Monsieur le Président, la violation de l'article 394 alinéa 4 du Code de procédure pénale par l'ordonnance de renvoi numéro 321 du 30 octobre 2023, rendue par le prétendu juge d'instruction, que je m'abstiens de dire le nom, puisque vous avez sollicité. Oui, maître, s'il vous plaît.
Oui, on ne peut pas quand même s'adresser à un magistrat en ces termes. Prétendu juge. Oui, Monsieur le Président, je m'excuse, mais s'il vous il y a plaît, des causes. je retire le mot. Il faut retirer ça. Je retire le mot, Monsieur le Président, mais les motifs seront un peu développés, mais je retire le mot, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne suis pas surpris parce que cette procédure est une succession de violations, n'est-ce pas, ayant abouti à l'ordonnance numéro 321 du 30 octobre 2023. Je vais être un peu plus explicite, si mes confrères me le permettent de le dire ainsi, vous amenant un peu à comprendre les faits qui ont abouti, effectivement, Monsieur le Président, à cette ordonnance 321, qui viole frontalement les arrêts qui ont été rendus par la Cour d'appel, les arrêts rendus par la Cour suprême. Monsieur le Président, honorable assesseur, que dit les dispositions de l'article 396 alinéa 4? Il dispose ceci. L'accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les actes de la procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après le jugement de condamnation. La demande en nullité de l'ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants. Si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément au juridique relative à la violation de la loi par l'ordonnance qui a été rendue, qui n'est pas conforme, que nous sommes en train d'étayer et de vous le prouver par des textes de loi, bien entendu, qui nous régissent. Monsieur le Président, préalablement à cela, quand s'est-il passé effectivement dans cette affaire, qui d'ailleurs, Monsieur le Président, désacralise et dévitalise notre justice, alors que la justice guinéenne, à l'entame des événements du 21 septembre, on a dit qu'elle doit servir de boussole. Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est par dénonciation de M. Abouaka aux événements du 28 septembre, tenus dans cette salle ad hoc, Monsieur le Président, que les sieurs, colonel Jean-Louis Pogomou, colonel Georges Olemou, colonel Mathias Sagno et l'adjudant-chef Thomas Toiro ont été dénoncés. Le parquet du tribunal de première instance de Dixine, d'alors, Monsieur le Président, a pris son bâton de pèlerin et a déclenché l'action publique en introduisant, n'est-ce pas, Monsieur le Président, des réquisitoires introductifs d'instance. Je pèse ce mot. Il a introduit un réquisitoire introductif d'instance et il a saisi directement, Monsieur le Président, le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine, d'alors, violant frontalement les dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale qui dispose que seule une ordonnance du juge, du président, saisit, n'est-ce pas, le juge d'instruction. Voici l'une des premières causes de violation de la loi qui a déclenché cette procédure. Monsieur le Président, aussitôt la saisine du doyen des juges d'instruction, celui-ci a mis en place une commission rogatoire d'officiers de police le 14 novembre judiciaire de gendarmerie nationale. Monsieur le Président, je vous répète que la saisine a été faite le 14. Le 15, le parquet a acheminé, a saisi cet acte, cette direction. Monsieur le Président, malgré la sensibilité de ce dossier, malgré la complexité de ce dossier, ces OPJ enquêteurs ont en 8 jours seulement, c'est-à-dire du 15 novembre au 23 décembre, fini d'enquêter dans cette procédure. Comme pour dire, il n'y avait rien comme charge qui pouvait être retenu contre ces gens-là, Monsieur le Président. Le 23 novembre 2022, le rapport
d'enquête expéditive et désintéressé, accompagné des procès-verbaux d'enquête, a été transmis au doyen des juges d'instruction par la Direction centrale des investigations judiciaires. Monsieur le Président, à cette même date du 23 novembre, l'ESNO et l'adjudant-chef Thomas Poirot ont bien bénéficié de la présomption d'innocence. Monsieur le Président, le juge d'instruction en a fait une information expéditive et a placé ces 3 personnes ici présentes avec, bien entendu, monsieur le colonel Mathias Sagno, que nous avions respectivement introduit des requêtes aux fins de non-lieu et de liberté totale en date du 18 janvier 2022, de non-lieu en date du 23 janvier 2023 et de non-lieu pour prescription en date du 25 janvier 2023. Pour faire comprendre aux juges que ceci bénéficiait de la présomption d'innocence, qui n'a jamais rapporté dans l'enquête préliminaire préparatoire des pièces justificatives, effectivement, qui incriminent ces officiers supérieurs ici présents. De ces requêtes introduites, Monsieur le Président, de rejet, les numéros 76, 77, 78, aux dates respectives des 8 et 9 février 2023. L'opportunité de saisir en second degré ne sont pas convaincus de la décision qui a été rendue. La deuxième séance de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a été saisie de cette procédure. Monsieur le Président, c'est au cours d'un débat houleux, contradictoire, que l'arrêt numéro 09 du 15 mars 2023 a été rendu. Donc je vous prie très respectueusement d'accepter que je vous lise le dispositif. Cet arrêt dispose, Monsieur le Président, ça va délibérer conformément à la loi. Or, la présence du ministère public, des conseils, des partis et du greffier, en la forme, reçoit les appels de Maître Daniel et de Philippe Haba, conseil des partis, constate qu'il n'a pas prescription, constate parce que l'ordonnance, parce que le réquisitoire introduit a saisi directement le juge d'instruction.